Bienvenue dans le module 2, transformation nucléaire. Il comporte 2 leçons. La première leçon, loi de décroissance radioactive. Premièrement, on va parler des noyaux d'atomes. Et comme premier paragraphe, les caractéristiques d'un noyau d'atome, c'est-à-dire de quoi est composé un noyau et comment on va le représenter. On connaît que chaque noyau est constitué de particules appelées protons et neutrons. Les protons et les neutrons sont appelés les nucléons. C'est un nom commun aux protons et aux neutrons. Les protons du noyau portent une charge électrique positive. Cette charge est appelée charge élémentaire. Sa valeur CE égale 1,6 10-19 coulombs. Par contre, les neutrons sont neutres, ils ne portent aucune charge électrique. Donc en résumé, un noyau est composé de protons et neutrons, appelés en général nucléons. Chaque proton porte une charge positive élémentaire E et les neutrons sont électriquement neutres. Maintenant pour la représentation symbolique du noyau d'un atome. Chaque noyau d'un atome est représenté de la façon suivante. Une lettre X qui indique le symbole de l'élément chimique auquel appartient le noyau. Si on a le noyau d'hydrogène, on écrira à la place de X H. Si on a le noyau de l'uranium, on écrira à la place de X U, et ainsi de suite. Donc la lettre X représente le symbole de l'élément chimique auquel appartient le noyau de l'atome. Puis il y a deux lettres, A et Z. La lettre Z, elle s'appelle nombre de charge ou bien numéro atomique. Puis la lettre A, cette lettre, elle s'appelle nombre de masse. À savoir que la lettre Z, elle représente le nombre de protons dans le noyau. Si j'ai un noyau dont Z égale à 5, ça veut dire que ce noyau contient 5 protons. Donc la lettre Z qui est écrite en bas, elle représente le nombre de protons et on l'appelle soit nombre de charge, soit numéro atomique. Par contre, la lettre A, elle représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons du noyau. On écrit que A égale à Z, c'est le nombre de protons, plus N qui est le nombre de neutrons. Donc, pour déterminer le nombre de neutrons à partir de la représentation, le N égale A moins Z. Maintenant, passons aux définitions de l'élément chimique, nucléide et isotope. Commençons par la notion d'élément chimique. Un élément chimique, c'est l'ensemble des atomes ou bien des ions monoatomiques ayant le même nombre de charges Z. Cela veut dire tout atome ou bien tout ion monoatomique qui possède le même nombre de charges Z, tout cet ensemble appartient au même élément chimique. Par exemple, l'élément hydrogène, il est constitué de tous les atomes d'hydrogène et des ions hydrogène H+. Car que ce soit l'ion H+, ou bien l'atome H, il possède le numéro atomique Z égale à 1. Si je prends les oxygènes, les atomes d'oxygène ont pour numéro atomique Z égale à 8. Et les ions oxygène O2-, eux aussi ont comme numéro atomique ou bien nombre de charges Z égale à 8. Donc les ions oxygène et les atomes oxygène appartiennent tous à l'élément chimique oxygène. Actuellement, on connaît pratiquement 118 éléments chimiques. Ces 118 éléments chimiques ont été observés jusqu'à ce jour. Parmi ces 118 éléments chimiques, il y a 94 éléments qui sont dans le milieu naturel, c'est-à-dire que ce sont des éléments naturels, ils existent sur Terre. Et le reste, il est artificiel. Ces éléments chimiques sont classés dans un tableau périodique d'éléments chimiques, sur lequel il y a des colonnes et des lignes, et dont les éléments sont classés par numéro atomique. Z égale à 1 pour l'hydrogène, Z égale à 2 pour l'hélium, Z égale à 3 pour le lithium, et ainsi de suite.
Ceci donc, c'est la définition de l'élément chimique. Je reprends, l'élément chimique, c'est tous les atomes et tous les ions monoatomiques ayant le même nombre de charges Z. Ça veut dire, dans les exercices, l'élément chimique ne change que si on change de valeur Z. Tant que Z n'a pas changé, on a toujours le même symbole de l'élément chimique. Passons maintenant aux nucléides. Un nucléide, c'est l'ensemble d'atomes dont le noyau possède le même couple Za et qui sont dans le même état énergétique. Je m'explique. Un nucléide, c'est avoir un ensemble d'atomes qui appartient au même élément chimique, c'est-à-dire ils ont le même Z, et qui possèdent le même nombre de neutrons dans le noyau, donc ils auront tous le même A. Donc cet ensemble qui a le même Z et le même A, et qui sont dans le même état énergétique, ils ont tous la même énergie, cet ensemble constitue un nucléide. Donc il faut distinguer entre nucléide et élément chimique. L'élément chimique il est caractérisé par Z. Le nucléide, c'est l'ensemble d'atomes qui ont le même Z et A et qui sont dans le même état énergétique. Donnons un exemple. Actuellement, on connaît presque 337 nucléides naturels. Parmi ces 337 nucléides naturels, il y a 252 qui sont stables. On va revenir sur ce mot de la stabilité. Et aussi, on connaît 3000 nucléides qui sont artificiels, c'est-à-dire des nucléides qui sont fabriqués au laboratoire par des réactions nucléaires. Les éléments chimiques sont au nombre de 118, les nucléides sont au nombre de 337 naturels et 3000 artificiels. Dernière définition, c'est l'isotope. Les isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de charges Z, mais des nombres de masse A différents. Par exemple, on connaît actuellement environ 325 isotopes naturels et 1200 isotopes créés artificiellement. Ces informations ne sont pas à prendre, sont à titre d'information. Et ce qu'il faut apprendre, c'est la définition de l'isotope. C'est l'ensemble de noyaux qui ont le même nombre de charges, mais de nombres de masse A différents. Donnons des exemples d'isotopes. Les isotopes de l'oxygène. Vous voyez bien ici qu'on a le même symbole O, parce qu'on a la même lettre Z. Tant que Z n'a pas changé, le symbole de l'élément chimique reste intact. Ici, le Z il est identique, mais ils ont des A différents, 16, 17, 18. Donc, avoir le même Z veut dire avoir le même nombre de protons. Et puisque les A sont différents, donc ces noyaux diffèrent par le nombre de neutrons. Un autre exemple, les isotopes de l'azote. Comme vous voyez, la lettre N n'a pas changé dans les trois isotopes car on n'a pas changé le nombre de charges. Mais ces trois noyaux diffèrent par leur nombre de masse, 13, 14, 15. De même pour les isotopes du carbone, C612, C613 et C614. Donc comme ça, on distingue entre les isotopes d'un même élément chimique, même Z et des A différents. À propos des isotopes, chacun existe dans la nature avec un certain pourcentage. Ce pourcentage est appelé abondance naturelle. Donc, le pourcentage de chacun des isotopes constitue ce qu'on appelle l'abondance naturelle. Donnons des exemples de pourcentage d'isotopes. Ce tableau nous donne 4 exemples, celui de l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'uranium. Dans le cas de l'hydrogène, il y a 3 isotopes d'hydrogène, H12, H11 et H13. Chacun
des isotopes existent dans la nature avec un certain pourcentage. Ce pourcentage est appelé abondance naturelle. On remarque ici que l'isotope H11 est le plus abondant. Pour cela, dans le tableau périodique, on ne va pas noter H12 ni H13, mais on va noter H11, le symbole de l'élément hydrogène. Pour l'oxygène, ces trois isotopes existent avec des pourcentages différents, mais le plus abondant c'est au 8,16. Donc cet isotope sera le représentant de l'élément chimique oxygène dans le tableau périodique et pas les autres. De même pour le carbone, le plus abondant c'est 6,12. Donc on va représenter l'élément carbone dans le tableau périodique avec ces 6,12. Et pareil pour l'uranium, il sera représenté par uranium 92-238. Passons à une deuxième partie qui va nous conduire au cœur de cette leçon. C'est le problème de la stabilité et d'instabilité des noyaux. C'est-à-dire savoir si un noyau va rester identique à lui-même, il ne va pas changer au cours du temps. Pour cela, on va d'abord analyser les différentes forces qui sont dans un noyau. Alors ces forces, ou bien ces interactions, sont au nombre de 3. Les 3 types d'interactions sont les suivantes. On commence d'abord par les interactions électriques. Ces interactions sont répulsives du fait que les protons qui portent des charges positives vont se repousser. Donc, cette interaction électrique a tendance à détruire le noyau par la répulsion électrique. Le deuxième type d'interaction, ce sont les interactions gravitationnelles. Ces interactions gravitationnelles existent à cause de la masse des protons et des neutrons. Chaque fois qu'on a deux masses, ces masses s'attirent entre elles par des interactions gravitationnelles. Donc, les interactions gravitationnelles ont tendance à assurer la cohésion du noyau, c'est-à-dire à laisser le noyau uni. C'est le contraire de la destruction. Mais malheureusement, ces interactions gravitationnelles sont négligeables devant les interactions électriques dans le noyau. Et de ce fait-là, la seule interaction principale jusqu'à maintenant, ce sont les interactions électriques. Alors, pour compenser l'effet de l'interaction électrique, on doit supposer l'existence d'un troisième type d'interaction, qui est l'effet contraire de l'interaction électrique, c'est-à-dire elle a tendance à assurer la cohésion du noyau. Ces interactions sont appelées interactions fortes. Donc, principalement, il y a deux interactions qui agissent dans le noyau. Ce sont les interactions électriques et les interactions fortes. L'une veut détruire le noyau et l'autre veut assurer la cohésion du noyau. Donc, sous l'effet de ces deux interactions, il y a deux possibilités. Si l'interaction forte est plus importante que l'interaction électrique, à ce moment-là, le noyau il est stable, c'est-à-dire il a une durée de vie qu'on peut considérer comme infinie. Donc c'est un noyau qui va rester identique à lui-même et qui va rester uni. Les protons et les neutrons vont rester ensemble. Mais dans le cas contraire, où les répulsions électriques sont plus importantes que les interactions fortes, à ce moment-là, le noyau il est dit instable. Ça veut dire il va se détruire spontanément, mais pas instantanément.
Donc ça ne veut pas dire que lorsque les répulsions électriques sont importantes devant les interactions fortes, que à cet instant, le noyau va se détruire. Et il est sûr qu'il va se détruire au bout d'une durée plus ou moins grande. Ce genre de noyau qui est instable, il est dit radioactif. Donc la radioactivité, il est due à l'instabilité du noyau. Et l'instabilité, il est due à la différence entre les interactions électriques et les interactions fortes. Donc pour passer à un résumé de cette partie, si j'ai un noyau stable, ça veut dire j'ai un noyau dans lequel les interactions fortes sont plus importantes que les interactions électriques. Le noyau reste identique à lui-même, il ne change pas, ses protons et les neutrons vont rester ensemble. Dans le cas contraire, le noyau instable, il va se détruire, c'est-à-dire il va émettre des particules et des radiations. Ce noyau qui est instable, en émettant des particules et des radiations, on dit qu'il est radioactif. Donc la radioactivité, elle est due à l'instabilité des noyaux. Maintenant, parlons du phénomène de radioactivité. Il existe deux types de radioactivité. Une radioactivité naturelle et une radioactivité artificielle. On va parler d'abord dans cette leçon de la radioactivité naturelle, c'est-à-dire les noyaux dans lesquels l'interaction électrique l'emporte sur l'interaction forte. La radioactivité naturelle est la capacité de certains nucléides à émettre spontanément des rayonnements naturellement sans aucune provocation artificielle. Donc, en voyant cette définition, chaque noyau instable est radioactif, veut dire qu'il y aura une radioactivité naturelle. C'est-à-dire que ce nucléide, c'est l'ensemble de ces noyaux instables, vont émettre des rayonnements sans aucune provocation artificielle. Donc le fait que le nucléide émet spontanément des rayonnements sans aucune provocation artificielle, on dit qu'il y a désintégration du nucléide. Donc le mot désintégration veut dire destruction de cet nucléide. Cette destruction est aléatoire, c'est-à-dire on ne connaît pas quel est le nucléide qui va se désintégrer, ni à quel instant il va se désintégrer. Mais ce qui est sûr et certain, que lorsque le nucléide est instable, il va un de ces jours se désintégrer. Cette désintégration s'accompagne toujours de l'émission d'une particule notée alpha, ou bien une particule notée bêta-, ou bien bêta+. Je tiens à préciser qu'un noyau qui est instable ne va pas émettre les trois particules à la fois. Il va émettre une de ces trois particules, soit alpha, soit bêta-, soit bêta+. Et après avoir émis l'une des trois particules, on aura une émission d'un rayonnement électromagnétique noté gamma. Donc, un noyau radioactif, c'est un noyau instable, c'est un noyau qui émet un rayonnement. On dit que c'est un noyau qui se désintègre. Le résultat de la désintégration, c'est la disparition de ce noyau et l'apparition d'un autre noyau avec soit une particule alpha, ou bien accompagné d'une particule bêta-, ou bien d'une particule bêta+. Et dans un deuxième temps, et fréquemment, l'émission d'un rayonnement électromagnétique noté gamma. Alors maintenant, on va parler des propriétés de cette désintégration. La désintégration
possède les propriétés suivantes. Elle est aléatoire, c'est-à-dire il est impossible de prévoir l'instant où va se produire la désintégration. Deuxième propriété, la désintégration naturelle, elle est spontanée. Ça veut dire il ne nécessite aucune intervention extérieure. Le noyau de lui-même se détruit parce qu'il est instable. Troisième propriété, ce phénomène de désintégration, il est inéluctable. Ça veut dire il est inévitable. Un de ces jours, ce noyau va se désintégrer. C'est-à-dire, si le noyau est instable, il se désintégrera tôt ou tard. Donc, les trois propriétés, ce sont des propriétés propres à la désintégration naturelle. Il est aléatoire, il est spontané, il est inéluctable. Maintenant, si on rassemble tous les nucléides qui existent dans la nature, on va trouver parmi ces nucléides ceux qui sont stables et ceux qui sont instables. Et pour cela, on va les classer dans un diagramme. Ce diagramme est appelé diagramme NZ ou bien diagramme de Segre. C'est un diagramme où il y a deux axes. Un axe qui porte le nombre de protons et un autre, N, le nombre de neutrons. C'est pour ça qu'on l'appelle diagramme NZ. L'axe des X, c'est N, l'axe des Y, c'est Z. Dans ce diagramme, on distingue quatre zones. Une zone noire, orange, bleu et jaune. Tous les nucléides qui sont stables dans la nature sont classés dans cette zone noire. Ça veut dire chaque nucléide qui existe dans cette zone, elle est stable, il ne va pas se désintégrer. On appelle la zone noire ici la vallée de stabilité. Donc, en résumé, la zone noire contient les noyaux stables. C'est la vallée de stabilité. Donc, automatiquement ou bien implicitement, dans ces noyaux stables, l'interaction forte est plus importante que l'interaction électrique. Passons maintenant à la zone jaune. Il est écrit émetteur alpha. Ça veut dire que ce sont tous les nucléides qui sont instables et qui vont émettre une particule dite alpha. Donc, cette zone-là qui est jaune contient des noyaux instables qui vont émettre des particules alpha. Ces noyaux qui vont émettre alpha, comme vous pouvez le constater, ils ont un Z important et un A important. Donc, on dit que les émetteurs alpha sont des nucléides qui sont lourds. En général, ce sont des nucléides dont le nombre de masse A est supérieur à 200. Donc, en résumé, la zone jaune contient les noyaux émetteurs alpha. Ce sont des noyaux lourds, c'est-à-dire qu'ils ont un A supérieur à 200. Donc, si on a un noyau lourd, ça ne veut pas dire qu'il va donner à 100% alpha, mais il peut donner bêta moins et bêta plus. Mais dans la majorité des cas, c'est alpha. Donc, chaque fois qu'on va trouver un noyau lourd à supérieur à 200, on a plus de chances qu'il va émettre alpha que les autres particules. Passons maintenant à la zone orange. Cette zone orange, elle est occupée par les noyaux qui vont émettre des particules appelées bêta+. Dans les parties qui suivent de la leçon, on va faire connaissance avec ces particules. On va dire chaque particule à quoi elle correspond. Pour l'instant, la zone orange contient des noyaux instables qui vont émettre un genre de particules appelées bêta+. Les émetteurs bêta+, ce sont des noyaux qui ont un excès de protons. Un excès de protons par rapport à ceux qui se trouvent dans la zone de stabilité. Donc, ils vont se débarrasser
des protons en excès pour tomber dans cette zone de stabilité. Donc en résumé, la zone orange contient les noyaux émetteurs β+. Ce sont des noyaux qui présentent un excès de protons par rapport aux noyaux stables de même nombre de masse A. Donc ces noyaux-là, dans la zone orange, ils ont un excès de protons par rapport aux éléments qui se trouvent dans la zone stable et qui ont le même A que ces émetteurs β+. Enfin, la zone bleue, il contient les noyaux instables émetteurs d'un genre de particules appelé β-. Ces noyaux émetteurs de β-, contrairement à ceux émetteurs de β+, ont un excès de neutrons par rapport aux éléments qui existent dans la vallée de stabilité. Donc, ils vont se débarrasser des neutrons en excès pour devenir stables, pour appartenir à la vallée de stabilité. Donc, la zone bleue contient des noyaux émetteurs β-. Ces noyaux qui présentent un excès de neutrons par rapport aux noyaux stables de même nombre de masse A. Donc, en résumé, les nucléides dans la nature se divisent en 4 parties. Des nucléides stables qui appartiennent à la vallée de stabilité, des nucléides émetteurs alpha, ce sont les noyaux lourds, des nucléides émetteurs β-, ce sont ceux qui ont un excès de neutrons par rapport à ceux de la zone stable, et des émetteurs β+, qui ont un excès de protons par rapport à ceux qui sont dans la vallée de stabilité. La partie suivante, on va étudier les divers types de radioactivité. On va commencer par les lois de conservation. La désintégration radioactive obéit à un nombre de lois. Cette année, on va s'intéresser seulement à 2 lois. C'est par souci de simplification. Ces 2 lois sont appelées les lois de Soddy. Donc, chaque fois qu'on veut écrire une réaction de désintégration, que ce soit du type alpha, β- ou β+, on doit tenir compte des lois de Soddy, qu'on appellera aussi loi de conservation. Prenons par exemple la réaction nucléaire suivante. Un noyau instable, X, A1Z1, il se désintègre, il donne un noyau fils, X, A2Z2, plus une particule. Il peut être soit alpha, soit β-, soit β+. La première loi de Soddy, ou bien la première loi de conservation qu'on va utiliser, c'est la conservation de la charge. Autrement dit, la conservation du nombre de charges Z. La somme des nombres de charges des réactifs égale la somme des nombres de charges des produits. Z1 égale Z2 plus Z3. La deuxième loi, c'est la conservation du nombre de masse A. La somme des nombres de masse des réactifs égale la somme des nombres de masse des produits. Donc A1 égale A2 plus A3. Donc on doit tenir compte de ces lois lors de l'écriture de la désintégration alpha, β- ou β+. Voyons le premier type de radioactivité et commençons par alpha. Soit un noyau instable, radioactif alpha. Ce noyau qui est instable va se désintégrer et il va donner une particule alpha et un noyau fils. La particule alpha est constituée de 2 protons et de 2 neutrons. Donc, c'est le noyau d'hélium He2 4. Donc, le noyau d'hélium He2 4 est appelé aussi particule alpha. Et un noyau fils Y. Il a comme nombre de charge Z-2 et comme nombre de masse 1-4. Passons à la définition de la radioactivité alpha. Un noyau est dit radioactif alpha s'il émet un noyau d'hélium He2 4.
Je rappelle que ce genre de radioactivité alpha, elle est fréquent pour les noyaux lourds, c'est-à-dire ceux qui ont un A supérieur à 200. L'équation de la radioactivité alpha doit satisfaire les lois de Soddy, c'est-à-dire la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses. Donc, supposons que le noyau instable, c'est X à Z, elle va émettre un noyau d'hélium appelé particule alpha, et il va donner un autre noyau fils Y, tel que le A de ce noyau, plus 4 va donner le A du noyau initial. Et le Z de ce noyau fils, plus 2, donnera Z du noyau initial. Donc le Y sera écrit Z-2 et A-4. Faisons la somme Z-2 plus 2, ça donne Z. A-4 plus 4, ça donne A. C'est la conservation du nombre de charges et la conservation du nombre de masses. Donnons un exemple. L'uranium 92-238 est un radionucléide alpha. Le noyau fils obtenu est un noyau de thorium de symbole TH. Donc l'équation va s'écrire. On va commencer par l'uranium 238-92 qui va donner une particule alpha, He24, plus ce noyau de thorium. Aura comme Z 90, si on ajoute 2, on trouve 92, et comme A 234, auquel on ajoute 4, ça donne 238. Et comme ça, on a l'équation désintégration de l'uranium. Le deuxième type de radioactivité, c'est β-. Supposons que ce noyau est radioactif β-, c'est un noyau instable. Il va donner un électron, la particule β-, et un noyau fils. Le noyau fils, c'est Y, A, Z plus 1. Bien entendu, si on fait la somme moins 1 plus Z plus 1, ça donne Z, et 0 plus A, ça donne A. Maintenant, on va expliquer d'où vient cet électron. Et on sait que le noyau ne contient que les protons et les neutrons. Passons à la définition de la radioactivité β-. Un noyau il est radioactif β-, s'il émet un électron noté E-1, 0. L'électron, c'est la particule β-. Donc, en appliquant les lois de Soddy, on peut écrire l'équation de la radioactivité β-. Soit le noyau X à Z radioactif β-, il va donner comme particule β-, E-1, 0, et un noyau Y à Z plus 1. Le nombre de charges vérifie la loi de conservation de charge, Z égale Z plus 1 moins 1, et le nombre de masses il est aussi conservé. Maintenant, on va expliquer d'où vient l'électron qui est éjecté du noyau. On voit bien ici que le nombre de protons a augmenté. On passe de Z à Z plus 1. Mais le nombre A est conservé. Donc la seule explication qu'il y ait, c'est que l'un des neutrons s'est transformé en proton. Donc le nombre de neutrons a diminué de 1 et le nombre de protons a augmenté de 1. Donc le A va rester constant. Donc le mécanisme de cette radioactivité est le suivant. On a d'abord un neutron de charge 0 et de nombre de masse 1. Ça, c'est le symbole du neutron. Ce neutron se transforme en proton P, qui a une charge positive plus 1 et un nombre de masse 1. Donc, pour réaliser la conservation du nombre de charges, je dois rajouter quelque chose qui possède un moins 1 de charge. C'est l'électron. Et l'électron a son nombre de masse A, elle est nulle. Donc, cette équation-là, on peut l'appeler le mécanisme de la radioactivité β-. Donnons un exemple. Prenons le cobalt 2760. Est un radionucléide β-. Le noyau fils obtenu est un noyau de nickel, de symbole Ni. L'équation de désintégration s'écrit. On va commencer par le cobalt, qui va donner un électron.
et qui va donner le nickel. Le nickel aura comme Z 28. Si on lui retranche 1, ça devient 27. Et il aura comme A 60. Donc, c'est l'équation de la radioactivité β- de cet exemple du cobalt. Passons à la radioactivité β+. Ceci est un noyau par exemple instable et radioactif β+. Il va se désintégrer et donner une particule β+ et un noyau fils. Cette particule β+, on l'appelle positon. C'est le genre d'un électron qui porte une charge positive. Donc, il a la même masse que l'électron, mais il a la charge opposée. On l'appelle positon, c'est la particule β+. Et le noyau fils, YAZ-1. Donc, il y a conservation du nombre de charges, le Z du noyau initial égale Z-1 du noyau fils plus 1. Et le A, il est conservé. A initial égale 0 plus A. On va expliquer plus tard d'où vient ce positon, malgré que le noyau ne contient que des protons et des neutrons. Donc, par définition, un noyau est radioactif β+, s'il émet un positon de symbole E plus 1, 0. Le positon est la particule β+. En appliquant les lois de Soddy de conservation, on peut écrire l'équation de la radioactivité β+ comme suit. Soit le noyau instable XAZ est radioactif β+, il va éjecter un positon et il va donner un noyau fils YAZ-1. Il y a conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses. On voit dans cette équation que le nombre de protons a diminué et A est resté constant. Donc la seule possibilité, c'est que l'un des protons s'est transformé en neutron, d'où le nombre de protons a diminué, le nombre de neutrons a augmenté de 1, donc le A va rester inchangé. Lors de la transformation d'un proton en neutron, il y a création d'un positon. Donc l'équation suivante explique le mécanisme de la radioactivité β+. Un proton, 1, le nombre de charges c'est 1, il porte une charge positive, et c'est un proton, le A égale à 1. Il va se transformer en un neutron qui ne possède pas de charge, et donc le A c'est un neutron. Et pour réaliser la conservation de la charge, on ajoute une particule qui possède comme charge plus 1 et comme nombre de masse 0. Cette particule est appelée positon. Donnons un exemple. Le phosphore 1530 est radionucléide β+. Le noyau obtenu, c'est le silicium de symbole Si. Donc on commence par écrire le phosphore qui va donner un positon et il va donner le silicium. Le silicium aura comme Z la valeur 14. Si on ajoute 1, on trouve 15. Et il aura comme valeur de A 30. 30 plus 0, ça donne toujours 30. Donc ceci est l'équation de la radioactivité β+ du phosphore. En dernier lieu, il y a ce qu'on appelle une désexcitation gamma. Cette désexcitation gamma est un phénomène secondaire, c'est-à-dire il vient après alpha, β- ou β+. Il n'est pas systématique, c'est-à-dire il n'y a pas de gamma chaque fois qu'on a alpha, β-, β+, mais il est très fréquent. Dans les exercices, on aura toujours une phrase qui nous dit d'écrire la désexcitation du noyau. Donc ce noyau qu'on prend ici, c'est le noyau fils de tout à l'heure. C'est un noyau qui résulte soit d'une désintégration alpha, ou bien β-, ou bien β+. Ce noyau possède un excès d'énergie. On dit qu'il est dans un état excité. Et comme il va revenir à son état fondamental, c'est-à-dire il va se débarrasser de l'énergie excédentaire, il va émettre une radiation électromagnétique gamma et
un noyau désexcité Y. C'est le même. Il n'y a pas de changement de Z, ni de changement de A, mais cette étoile n'apparaît plus sur le Y, ça veut dire qu'il est désexcité. Par contre, au départ, c'était un noyau excité. Donc, cette désexcitation, le noyau se débarrasse de l'énergie excédentaire sous forme d'un rayonnement électromagnétique gamma. Donc, le noyau fils est généralement obtenu avec un excès d'énergie. On dit que ce noyau est dans un état excité. Et le noyau excité est noté Y étoile. Ce noyau fils évacue cette énergie excédentaire en émettant un rayonnement électromagnétique gamma. On dit qu'il se désexcite. Donc le noyau excité possède un excès ou un plus d'énergie. Il va s'en débarrasser en émettant une onde électromagnétique gamma. Cette opération d'évacuer l'énergie excédentaire est dite le noyau se désexcite. Donc, le phénomène de désexcitation gamma, il apparaît comme un phénomène secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas principal. Un noyau instable n'émet pas en premier gamma, mais il émet soit alpha, soit bêta moins, soit bêta plus. Après, le noyau fils, il est parfois dans un état excité. Et à ce moment-là, il se désexcite pour donner la radiation gamma. Donc, l'équation de désexcitation gamma est la suivante. On prend le noyau excité avec une étoile, AZ. Ce noyau est le résultat d'une désintégration alpha, bêta moins ou bêta plus. Elle va donner la radiation gamma et le même noyau, mais il ne possède plus l'énergie qu'il avait au départ. À la fin de cette première partie, on va donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'une famille radioactive. Une famille radioactive est une suite de nucléides descendant d'un même noyau, le noyau père, par une suite de désintégrations successives jusqu'à l'obtention d'un noyau stable. Cela veut dire qu'on a au départ un noyau instable. Il va se désintégrer et il va donner un noyau fils qui est lui aussi instable, qui va se désintégrer à son tour pour donner un autre noyau qui est aussi instable. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir à la fin un noyau stable. L'ensemble des noyaux fils obtenus lors de ces désintégrations jusqu'au noyau stable s'appelle famille radioactive. Donnons un exemple pratique. Soit le diagramme NZ qui résume ici un ensemble de désintégrations. On a ici le radon qui est le noyau père. Ce noyau est instable et il est radioactif alpha. Il donne le polonium comme noyau fils. Ce noyau polonium n'est pas stable lui-même. Il se désintègre en Bi, bismuth, dans 99,52% de cas. Et en 0,48% de cas, il se désintègre en plomb. Le bismuth, qui est le descendant du polonium par bêta+, et le plomb, qui est le descendant du polonium par alpha, ne sont pas tous les deux stables. Le bismuth est radioactif alpha, il donne le thallium. Et le plomb est radioactif bêta+, il donne le thallium. Le thallium ne donne plus de noyau, il est stable. Donc le thallium, le plomb, le bismuth, le polonium sont la famille radioactive du radon. Donc l'ensemble des noyaux polonium, plomb, bismuth, thallium s'appelle famille radioactive du radon. On arrive à la fin de la première partie de cette leçon. Merci de votre attention et à la deuxième partie.